si on veut se débarrasser des OQTF, il faut organiser, comme fait Trump avec ICE, des sortes de grandes rafles un peu partout. Vous fumez, monsieur? Le football, il a changé. Oui, peut-être. Ouais, c'est Laurent Delamousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien, messieurs, dames. On est au milieu de la semaine, mercredi. Est-ce qu'on a fait le plus dur ou pas? Je sais pas pour vous. Moi, j'ai l'impression. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. Mais avant de partir, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. N'oubliez pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On va chercher à boire, à manger, on se met à l'aise. Et moi, je m'occupe du reste. Enfin, je vais essayer. Est-ce que l'affaire Morandini est en train de faire exploser la chaîne CNews? C'est la question qu'on va se poser et on y répondra vendredi sur la chaîne principale. Julien Audoul a été interrogé par rapport à cette affaire et ça faisait longtemps que j'avais pas vu quelqu'un bégayer autant. On dirait une mobilette. Julien Audoul, vous allez, j'imagine, en tant que notamment porte-parole du RN, le porter sur absolument tous les plateaux au micro, donc des radios et devant les caméras des télévisions, y compris sur le plateau de Morandini. Écoutez, c'est un, vous le savez, Jean-Marc Morandini et la chaîne CNews ont, encore une fois, souhaité continuer cette relation et c'est visiblement, une affaire, même en interne, ça gêne. Une affaire qui concerne, moi je ne suis pas dans les petits papiers et je ne suis pas concerné par la direction de CNews. C'est la responsabilité de la chaîne de maintenir ou non l'un de ses journalistes, l'un de ses présentateurs. Ça ne regarde pas le Rassemblement national. Non, mais vous qui prenez notamment l'exemplarité, on va dire le fait de respecter les sanctions, il a quand même été définitivement condamné. Est-ce que même en tant qu'élu, c'est votre job d'aller sur un plateau qui est animé par quelqu'un qui a été condamné, qui plus est pour les faits qu'on connaît? Moi j'observe, parce que moi j'ai aucune, évidemment, j'ai aucune difficulté à condamner un certain nombre de faits. J'ai aucune difficulté à être en soutien à de nombreuses victimes, à la fois de violences sexuelles, sexistes. Moi, ce que j'observe, c'est qu'on fait énormément sur le cas de Jean-Marc Morandini. On en fait beaucoup moins sur certains autres journalistes, notamment de gauche. On en fait beaucoup moins sur certains journalistes. Quoi, on en fait trop sur Jean-Marc Morandini? Je pense qu'il y a une volonté de certains médias de se payer Jean-Marc Morandini, alors qu'ils sont extrêmement complaisants avec d'autres journalistes qui ont eu donc à la fois des comportements, à la fois des déclarations, des prises de position extrêmement contestables et condamnables. Quand je vois les leçons de morale de Mediapart, donc je rappelle que le patron a fait l'apologie du terrorisme et a encensé les terroristes palestiniens de Septembre Noir, je trouve ça extrêmement déplacé. Est-ce que vous retournerez sur le plateau? Mais encore une fois, c'est pas la question. Non, mais oui ou non? Mais oui ou non, oui ou non. Non, mais c'est très simple. Je veux dire, vous avez, en tant que porte-parole du Rassemblement national, d'habitude des réponses plutôt tranchées sur beaucoup de sujets. Est-ce que oui ou non, vous acceptez de retourner sur le plateau de Jean-Marc Morandini? Encore une fois, je retournerai sur les plateaux de CNews, bien évidemment, et sur ce qui est de cette affaire, je le dis qu'il y a un deux poids deux mesures entre certains journalistes qui sont épargnés et puis aujourd'hui une volonté de s'acharner sur Jean-Marc Morandini. Ça appartient à la chaîne CNews, c'est la responsabilité de la chaîne CNews et ni plus ni moins, ça ne concerne pas le Rassemblement national. Julien Audoul, merci beaucoup d'avoir été... À ce moment-là, on était sur une seule condamnation concernant Jean-Marc Morandini, une condamnation pour corruption de mineurs. C'était déjà beaucoup. Mais là, il y en a une deuxième qui est tombée pour harcèlement sexuel. Jean-Marc Morandini, le pédocriminel, définitivement condamné pour harcèlement sexuel 2 semaines après sa condamnation pour corruption de mineurs. L'animateur de télévision de 60 ans a été définitivement condamné pour harcèlement sexuel. Ça fait beaucoup de sexe quand même. Après s'être désisté le 22 janvier du dernier pourvoi en cassation qui lui restait dans l'affaire dite de la web-série Les Faucons. J'ai l'impression que lui, c'est un vrai. Dans ce dossier, la Cour d'appel de Paris l'avait condamné le 27 janvier 2025 à la peine de 18 mois de prison avec sursis pour harcèlement sexuel envers un jeune comédien. Encore un jeune, décidément, qu'il avait fait tourner dans sa web-série Les Faucons et sa société Ne Zappez pas Production, et 50 000 € d'amende pour travail dissimulé concernant plusieurs jeunes
ayant travaillé sur la même web-série. Fini, il a retiré son pourvoi. Paul Conge, d'abord, cette deuxième affaire, elle remonte à l'année 2015. Absolument. Sur des castings. Oui, c'est ça. En fait, ce qui était reproché à Jean-Marc Morandini, c'est d'avoir tenté d'obtenir des faveurs sexuelles auprès, notamment d'un jeune comédien, votre client, maître. Donc ça remonte à 2015. Donc Gabriel, un garçon de 18 ans, participe à un casting pour une petite série produite par Morandini, Les Faucons, autour de l'univers du football. Gabriel reçoit, comme d'autres comédiens, des messages d'une certaine Catherine Leclerc de la société de production. Pendant des semaines, elle l'incite à lui envoyer des photos dénudées, des vidéos de lui à caractère sexuel. Elle va jusqu'à lui suggérer de faire une fellation à Jean-Marc Morandini lorsqu'il le rencontrera en vrai. Bon, en fait, l'instruction le révélera, hein, Catherine Leclerc n'existe pas. Derrière ce pseudo se cachait en fait Jean-Marc Morandini tout du long. Il a donc été jugé pour harcèlement sexuel. Pendant le procès, il avait assuré qu'il n'imposait rien, qu'il voulait tester les limites des acteurs. Mais bon, les juges, du coup, n'y ont pas cru. Condamnation désormais définitive. Quelle est la peine? Définitive, hein, condamné en appel en janvier donc 2025 à 18 mois de prison avec sursis. Comme il s'est désisté de son pourvoi en cassation, il avait donc fait appel de cet appel en quelque sorte. Il a donc sans doute accepté sa condamnation qui maintenant est définitive. Donc, récapitulons. On a une star de la chaîne CNews qui est encore présent à l'antenne alors qu'il a 2 condamnations. Une pour corruption de mineurs et une pour harcèlement sexuel. Chapeau. Ah oui, il y a un truc que j'ai oublié de dire. Jordan Bardella a interdit aux élus du Rassemblement national de se rendre sur le plateau de Jean-Marc Morandini. On voit que les élections approchent. Autre bonne nouvelle, messieurs, dames, Safin et Naruto, les co-streamers de Jean Portmanov, ont été placés en garde à vue ce mardi 27 janvier. Ce placement en garde à vue intervient très peu de temps après le retour de Naruto en stream, un retour remarqué, il a insulté beaucoup de monde, il a menacé des gens, et il assurait que tout allait bien se passer et qu'il ne serait pas inquiété, sauf que paf, garde à vue dans ta bouche. Safin et Naruto, les 2 co-streamers de Jean Portmanov, ont été placés en garde à vue à Nice ce 27 janvier à 10h, selon les informations de BFM TV confirmées par Le Parisien. Le 18 août dernier, le streamer de 46 ans, Raphaël Graven, de son vrai nom, est décédé lors d'un direct diffusé sur la plateforme Kik, après 12 jours passés dans le local, un local commercial près de Nice. Les 2 hommes font aujourd'hui notamment face à des accusations de violence en réunion sur mineurs et abus de faiblesse. Ces gardes à vue ne sont pas en lien direct avec l'enquête ouverte en recherche des causes de la mort à la suite du décès de Jean Portmanov. Fin août, l'autopsie avait écarté l'intervention d'un tiers dans la mort du streamer. Ces arrestations interviennent donc dans l'enquête ouverte par le parquet de Nice le 16 décembre 2024 à la suite de l'enquête de Mediapart avant la mort du streamer. Le parquet avait ici ouvert une enquête pour provocation publique à la haine ou à la violence envers une personne en raison de leur handicap, violence volontaire en réunion sur personnes vulnérables et diffusion d'images relatives dès la commission d'infraction d'atteinte volontaire à l'intégrité de la personne. Les gardes à vue peuvent durer au maximum jusqu'à 48 heures, donc jusqu'à jeudi matin. Je pense que tout le monde se souvient de l'affaire Samuel Paty, ce professeur qui a été décapité. En ce moment, il y a un procès en appel parce qu'il y a plusieurs personnes qui avaient été condamnées dans l'affaire Samuel Paty. 8 au total et 4 ont fait appel. Le procès en appel a commencé. Il y a une séquence qui a beaucoup fait réagir, qui a fait scandale. C'est des propos tenus par un des avocats de la défense. Ça va être tendu parce que c'est indécent, en fait. Il faut encore, en plus du reste, salir Samuel Paty sur un argument en plus qui n'a absolument aucune influence, encore une fois, sur les faits, sur les qualifications, donc qui est complètement gratuit. Moi, je trouve ça purement et simplement scandaleux et indécent. La décapitation de Samuel Paty, elle est tellement horrible qu'elle écrase tout le dossier, qu'il y a un tabou. Nous n'avons pas le droit de le dire, qu'il procédait à la discrimination des élèves musulmans. Mais moi, je vais le dire, haut et fort, tout au long du procès et pas avant de plaider à la fin. Je démontrerai même qu'il faisait la même chose dans le précédent établissement où il était affecté, en 2016. C'est dans le dossier, personne ne l'a jamais dit. Alors lui disait que c'était pour protéger les élèves par rapport à cette caricature. Mais on ne protège personne dans l'école de la République en discriminant, en demandant à des élèves de se désigner en fonction de leur religion. Ça signe la discrimination. C'est un article du Code pénal qui réprime ceci. Et pourquoi je vais faire ça ? Parce qu'encore une fois, ça va constituer... En France, on a des politiques qui se plaignent souvent d'être chahutés, mais ils devraient regarder ce qui se passe à l'étranger. Regardez ce maire philippin qui en est à sa 4e tentative d'assassinat
et là qui s'est fait tirer dessus, messieurs, dames, au lance-roquettes. Ouais, au RPG, on est dans Call of Duty. Ce maire philippin visé au lance-roquettes vient de survivre à sa 4e tentative d'assassinat. Ces images impressionnantes ont été filmées dimanche 25 janvier vers 6h30 du matin. Nous nous trouvons à Charifaguac, dans la province de Maguindanao del Sur, au sud des Philippines. Ce véhicule noir pris pour cible, c'est celui du maire Ahmad Mitra Ampatuan. Des caméras de vidéosurveillance ont tout filmé et les vidéos ont été largement relayées en ligne. On y voit les assaillants tirer avec un RPG, un lance-roquette anti-char, depuis ce véhicule stationné de l'autre côté de la route. Si le projectile atteint bien le 4x4 noir du maire, le Toyota Land Cruiser blindé ne s'arrête pas. Les dégâts sont minimes et Ampatuan s'en sort indemne. 2 membres de son équipe de sécurité sont touchés à l'abdomen et évacués à l'hôpital. Une opération de poursuite des assaillants est immédiatement lancée par la police et un échange de tirs éclate. 3 suspects sont tués. Ils ont depuis été identifiés comme des criminels recherchés entre autres pour braquage et meurtre. Ce genre d'attaque, le maire Ahmad Mitra Ampatuan y est habitué. C'est déjà la 4e tentative d'assassinat contre lui. La première date de 2014. Puis en août 2023, il est pris dans une embuscade et blessé à l'épaule. Son garde du corps, lui, est tué. Le 24 décembre 2019, alors qu'il est à l'époque vice-maire, son convoi est attaqué. 2 membres de son personnel et 2 chauffeurs sont abattus. Ahmad Ampatuan survit miraculeusement. Pour comprendre pourquoi il semble avoir une cible sur le dos, il faut remonter à un événement politique extrêmement sombre de l'histoire des Philippines, le massacre de Maguindanao. Le 23 novembre 2009, 58 personnes dont 32 journalistes sont assassinées lors d'une attaque politique d'une extrême violence dans le sud du pays. L'enquête met en cause le puissant clan Ampatuan, alors au sommet du pouvoir local. Ahmad Mitra Ampatuan n'est pas identifié comme un commanditaire, mais est entendu comme témoin dans le cadre du procès. Il est poursuivi avant d'être finalement acquitté, faute de preuves d'une participation directe. Plus de 15 ans après le massacre, la vie politique locale est toujours dominée par des clans influents, dont le sien, qui se mènent une lutte extrêmement violente. Les commanditaires de l'attaque du 25 janvier n'ont pas encore été identifiés, mais pour Ampatuan, il ne fait peu de doute, les 4 tentatives d'assassinat qui l'ont visé sont liées. On va parler maintenant de Magali Berda. On va partir d'une petite vidéo qu'a postée une ancienne candidate de télé-réalité qui s'appelle Amélie Neten, je crois. Attendez, je vérifie en même temps. Ouais, Neten. Elle parle d'une agence dans laquelle elle était, bon, c'est Shona Evans. Elle parle de Magali sans la nommer. Et après, on parlera de Magali très précisément. Je vous disais qu'aujourd'hui, j'ai une personne qui est venue me parler, qui m'a posé 2-3 questions par rapport à une certaine agence. À l'époque où j'étais dans cette agence, je ne vais même pas citer le nom, etc., parce que vous savez. Et je suis choquée encore de ce qui se passe encore maintenant et les gens qui font toujours en fait confiance à cette personne-là, où elle doit une grosse somme d'argent là. Et du coup, j'ai essayé un peu de la rassurer, etc. Mais bon, voilà. Moi, je pense que je vais expliquer aussi ce qui s'est passé vraiment. Parce que, en fait, je me rends compte que même quand tu fermes ta bouche, on parle de tout, etc. Enfin bref, c'est surtout le global. Hein. Et donc, du coup, franchement, la personne que j'ai eue m'a fait vraiment de la peine parce que elle est un peu dans la merde à cause de cette personne-là. Et ça continue, en fait. Les mêmes schémas se reproduisent, les mêmes mensonges, toute cette manipulation. Et il faut être vraiment accroché, hein, parce que voilà quoi. Magaloche énerve sur les réseaux, Magaloche a une mauvaise réputation, mais ça sort pas d'un chapeau magique pour nommer ce chapeau comme étant mon cul. Et d'ailleurs, l'histoire se répète avec sa copropriété. Oui, messieurs, dames. Magali Berda, influenceuse emblématique. Bon, on se calme, ne réglerait plus les charges de son appartement situé au Canet, les impayés s'élèveraient à près de 13 000 €. Plaçant la résidence dans une situation déficitaire, une situation qui contraste avec le train de vie très confortable qu'elle continue d'afficher sur les réseaux sociaux. Propriétaire d'un 2 pièces avec vue sur le quartier de la Californie où réside sa mère, l'influenceuse ne réglerait plus ses charges de copropriété. Elle cumule aujourd'hui plus de 13 000 € d'impayés de charges, dénonce un membre du conseil syndical. Le problème, c'est que comme elle ne paie pas, d'autres ont décidé de faire pareil. Aujourd'hui, on est clairement dans le rouge. Les finances de la résidence sont désormais déficitaires et plusieurs chantiers ont dû être interrompus, notamment le revêtement de la piscine, l'étanchéité des toits terrasses et la rénovation de l'allée principale. En temps normal, chaque habitant est tenu de verser entre 600 et 800 € de charges par trimestre. Afin de rembourser ses dettes, l'influenceuse s'était engagée à verser 500 € par mois. Un plan de remboursement avait été annoncé en octobre, mais selon un membre du conseil syndical,
Elle n'a malheureusement jamais tenu ses engagements. On ne peut pas lui faire confiance. Qu'est-ce qu'on vous disait? Et ce qui énerve, c'est que sur les réseaux, elle affiche une vie de rêve, on va dire. Et du coup, ça crée un contraste entre ce défaut de paiement et le train de vie très confortable qu'elle continue d'afficher sur les réseaux sociaux. Donc voilà, ça suscite l'incompréhension et la colère de certains copropriétaires qui dénoncent un décalage évident avec son comportement financier vis-à-vis de la résidence. On rappelle que cet appartement, c'est pour sa maman. Voilà, normalement, on prend soin de sa maman, mais bon, bref. Et on rappelle également qu'elle est toujours en redressement judiciaire pour Sean Ivans. À voir si ça finit en liquidation. Ça, on le saura, alors, je sais pas quand. Mais si la situation est compliquée, on le saura très vite. Autre dérapage sur le plateau de CNews, et cette fois-ci, c'est de la part d'un avocat, Arnaud Klarsfeld, qui a utilisé un mot qui a beaucoup choqué, le mot RAF. Il est en situation irrégulière où il est mentionné Schengen, c'est-à-dire qu'il a dû être refusé dans un autre État, il est rentré en France. C'est compliqué de se débarrasser de tous les asociaux qui sont au QTF. Regardez ce que fait Trump aux États-Unis. Il le fait, c'est-à-dire il a décidé une politique dure, d'envoyer des forces qui sont dures aussi et qui commettent parfois des erreurs. Si on veut se débarrasser des OQTF, il faut organiser, comme fait Trump avec ICE, des sortes de grandes rafles un peu partout, mais en organisant des grandes rafles, c'est-à-dire en essayant d'attraper le plus d'étrangers en situation irrégulière, on commet aussi des injustices. On ne peut pas faire ça sans commettre parfois des injustices. On a bien vu la dame qui s'est fait tirer dessus, je ne me rappelle plus, dans le Minnesota. Donc c'est compliqué. Donc ça nécessite une stratégie politique avec l'intention même de commettre parfois des injustices. Donc c'est pour le bien de l'État. Je suis tombé sur un extrait d'un live entre Samzira et Bastos, alors peut-être que ça date ou pas, je sais pas, mais je suis tombé dessus il y a 2 jours, où Bastos explique qu'il a été attaqué en justice suite à des propos tenus sur le plateau de TPMP à propos de la drogue dans la télé-réalité. C'est par rapport à des déclarations que j'ai eues sur le plateau de TPMP. Qu'est-ce que tu avais dit? Mais alors attention, dans la façon dont tu le dis, parce que là c'est pas ton live, c'est le mien. Ouais. Donc le dis pas en fait peut-être. Non, mais sur TPMP, j'ai parlé de la drogue en télé-réalité et je me suis interrogé sur les raisons de ne pas essayer de limiter son entrée, c'est-à-dire de ne pas fouiller les valises, de ne pas faire l'effort pour certaines productions et pas pour toutes, de limiter l'entrée sur un tournage. Je me suis interrogé sur les raisons, c'est-à-dire si on décide de ne pas fouiller les valises, si on décide de ne pas faire l'effort d'une petite fouille, de chercher au moins, peu importe qu'on le fasse, tu vois, peu importe qu'on passe tout au peigne fin ou qu'on le fasse un petit peu, mais il y a des productions qui ne fouillent rien. Donc si tu fouilles rien, sachant les 20 dernières années d'historique entre les candidats de télé-réalité et la... Je veux dire, ça s'apparente à fermer les yeux. Après, si tu imputes, je ne connais pas ton propos exact, mais si tu imputes à une organisation ou à une entreprise, donc à une personne morale, une volonté de fermer les yeux sur des consommations dans le but d'obtenir des séquences, tu leur imputerais donc un délit et quelque chose de grave, donc une complicité. Exactement, c'est quand même c'est une accusation qui est... Alors attention, c'est pas une accusation... Et ça, c'est grave. Je n'ai pas dit « ils font ça pour ça ». Je me pose des questions. Et en vrai de vrai, est-ce que c'est pas une question légitime? Il a raison de poser la question. Il a vu des choses que nous, on n'a pas vues. Dernièrement, Samzira a aussi reçu Thomas Guénolé, ancien chroniqueur de TPMP, et justement, il a parlé de Cyril Hanouna et il lui a demandé quelle est sa plus grande qualité, sa plus grande valeur. Voici la réponse de Thomas Guénolé, qui d'ailleurs, dans la même interview, a un petit peu fait polémique sur une autre séquence que je vous montrerai, que je montrerai peut-être demain. C'est une séquence où il dit qu'il aimerait raser le Sacré-Cœur. Je vous laisse avec Cyril Hanouna. C'est quoi les plus grandes valeurs de Cyril Hanouna? La loyauté. La plus grande valeur de Cyril, en tant que personne, c'est la loyauté. Ça passe au-dessus de tout le reste. Par exemple, lui et moi, en termes d'opinion, de conviction politique, on est en désaccord sur presque tout. Pourquoi on arrive quand même à être potes?
Parce que lui comme moi, pour lui comme pour moi, la loyauté, c'est super important. Et donc, tu peux vérifier. Cyril a jamais daubé sur moi en public. Jamais. Jamais. Et je n'ai jamais daubé en public sur lui. Jamais. C'est un truc fondamental chez lui. Et moi, je suis pareil. Donc là-dessus, on a fité tout de suite sur l'importance de pouvoir se reposer l'un sur l'autre. Alors certes. Ce qui n'empêche pas donc les différences. C'est pour ça que je te disais, l'amitié est une chose, les opinions politiques sont une autre. Pour moi, quand on décide, je sais que c'est paradoxal par rapport à la fermeté de mes convictions, mais où je te dis, voilà, il faut préparer la résistance, etc. Néanmoins, je m'impose moi comme discipline personnelle. À partir du moment où tu tries tes amis sur le critère de leurs opinions politiques, c'est le début de la guerre civile. J'ai l'impression que M. Guénolé a un petit peu la mémoire courte, parce qu'il a été rabaissé de nombreuses fois sur le plateau, mais bon, c'est son problème. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale de la chaîne Mousse. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous, on se donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo actu. En attendant, prenez soin de vous. Laurent de la Mousse vous salue. J'arrive à la rescousse. Regarde, ouais, c'est moi.